Alors, l'objectif de ce deuxième webinaire, son titre, c'est identifier la criminalité transnationale organisée. On va se pencher à savoir qui sont les acteurs criminels et quels sont les éléments qui constituent un marché criminel. On vous laisse se pencher à comprendre qu'est-ce que c'est comme la pertinence de la CTO. Et la dernière fois, on a introduit un outil très utile, un indice sur la criminalité. Mais concernant la CTO, il y a des lacunes. Il y a des lacunes pour lutter contre cette criminalité. Souvent, on se focalise sur la criminalité d'un côté ou la résilience de l'autre. Aujourd'hui, on va s'axer pour renforcer sur le premier webinaire concernant la criminalité et les acteurs criminels. Que voulons-nous accomplir aujourd'hui avec ce webinaire? Nous espérons qu'à la fin d'aujourd'hui, que vous aurez trois choses. Vous aurez une meilleure compréhension de la définition d'un groupe criminel organisé selon la Convention de Palerme et analysée de même ce que l'on entend par criminel organisé. On espère qu'on va se familiariser avec la typologie sur le continent africain, dans les États africains, pour lutter contre la criminalité. Parfois, on trouve pour contrer les groupes organisés. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Merci beaucoup à Catherine. Merci beaucoup au centre surtout, qui m'a donné l'occasion de participer à ce webinaire et de partager avec vous sur ces problématiques liées à la criminalité transnationale organisée de manière générale. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est après Convention de Palerme, et qui est une convention donc, qui a été signée en décembre 2000 à Palerme, d'où son nom, et en hommage au juge Giovanni Falcone, qui a été tué et qui luttait contre la mafia. Cette convention également constitue le premier instrument de droit pénal destiné à lutter contre les phénomènes de criminalité organisée. Elle établit surtout un cadre universel pour la mise en œuvre d'une coopération policière et d'une coopération judiciaire internationale. Je vais revenir tout à l'heure sur ces deux aspects, coopération judiciaire et coopération policière, qui sont très importants pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Il faut également rappeler que la Convention est complétée par 3 protocoles additionnels relatifs donc à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants, au blanchiment d'argent et à la fabrication et au trafic illicite d'armes à feu. Maintenant, par rapport à la définition de la criminalité organisée, il faut dire que c'est une définition, en fait, il n'y a pas une définition de la criminalité organisée en réalité. Mais nous allons voir le pourquoi. Cette forme de criminalité englobe en général pas des actes individuels ou des actes qui ne sont pas prémédités. Il s'agit plutôt ici, quand on parle de criminalité transnationale organisée, il s'agit d'actes prémédités et en groupe et qui traduisent une ferme résolution d'un groupe pour commettre des actes qui sont illicites. Pourquoi on n'a pas défini la criminalité organisée au niveau de la Convention? C'est parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'en faisant un listing des infractions qui pourraient constituer la criminalité organisée, cette liste pourrait être obsolète. Et cela s'explique aisément par rapport aux mutations sociales, par rapport aux mutations politiques et mutations technologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cybercriminalité, ce qui n'était peut-être pas le cas en l'an 2000, etc. Et le droit pénal étant ce qu'on appelle le droit de la précision, il était important quand même que les mots aient leur sens. D'où aujourd'hui, ici, l'unité d'analyse, quand on parle de criminalité organisée, ce n'est pas en réalité l'infraction, mais c'est plutôt l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire qui a commis l'infraction et en quoi consiste un groupe criminel organisé. C'est le choix qui a été fait au niveau de la Convention
qui fait que on sait tous que en fait, la criminalité organisée répond essentiellement à la demande de services. Mais maintenant, pour définir la criminalité organisée, on a défini plutôt le groupe criminel organisé en lieu et place. Et c'est défini par l'article 2 de la Convention, qui dit que l'expression groupe criminel organisé est définie selon 4 critères. Les 4 critères, c'est que c'est un groupe qui est structuré de 3 personnes ou plus. C'est un groupe qui existe depuis un certain temps. C'est un groupe qui agit de concert dans le but de commettre au moins une infraction grave. Je vais revenir sur l'infraction grave tout à l'heure. Et pour également en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un avantage matériel. Et au fin de la Convention, l'expression, je l'ai souligné tout à l'heure, de crime infraction grave, c'est en fait une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne doit pas être inférieur à 4 ans. Donc c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'infraction grave. Et il faut dire que cette peine de 4 ans a été retenue par consensus international au moment de la négociation. C'était pour marquer un petit peu la gravité de l'infraction en tant que telle. Donc la Convention porte exclusivement sur ce qu'on appelle les crimes transnationaux, qui sont planifiés ou ayant un impact au-delà des frontières nationales. Et cette large définition de la transnationalité traduit un peu la complexité de la question. Et c'est ça qui jette les bases, j'ai rappelé tout à l'heure, de la coopération internationale, aussi bien policière que judiciaire. Et maintenant, pour voir qu'est-ce que c'est qu'une infraction transnationale. Une infraction, elle est transnationale, d'après toujours l'article 3 de la Convention, si elle est commise dans plus d'un État. Donc, ça veut dire que c'est une infraction qui doit être à cheval entre au minimum 2 États ou plusieurs États. Si elle est commise également dans un État, mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État. Ou bien, si elle est commise dans un État, mais implique un groupe criminel qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État, ou elle est commise dans un État et a des effets substantiels dans un autre État. Donc, c'est ça un peu l'infraction qui est transnationale. Maintenant, pour voir quelles sont les catégories, il y a plusieurs catégories en fait d'infractions criminelles. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a au niveau de la Convention, nous allons voir qu'il y a plusieurs catégories d'infractions. Il y a le trafic de drogue, par exemple. Il y a le trafic des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic d'œuvres d'art, la criminalité environnementale, etc., etc. Il y a une panoplie. Et il y a d'autres qui peuvent parfois être considérés comme étant de la criminalité organisée, mais qui parfois également ne peuvent ne pas l'être. Et à ce titre, nous allons parler un petit peu de 2 exemples. Ce qu'on appelle le crime en col blanc, qui est en réalité lié en fait, à la criminalité organisée, mais il se chevauche. Et si on voit les 2 types de criminalité, c'est-à-dire la criminalité organisée et l'autre criminalité, il y a une différence. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire que le crime en col blanc consiste en une déviation de la voie légale, alors que la criminalité organisée constitue une entreprise criminelle qui est continue. C'est une activité qui est continue. Et dont la raison d'être est essentiellement de tirer profit des activités, de plusieurs activités criminelles. Et nous voyons également qu'un crime en col blanc peut être commis par un individu. Or, pour ce qui est de la criminalité organisée, nous l'avons vu tout à l'heure dans les critères que nous avons définis, il faut au moins qu'il y ait 3 ou 4. Donc, et généralement, la criminalité économique ou bien d'affaires, par des formes de participation astucieuse à l'économie légale, je l'ai expliqué tout à l'heure, et régulière, il y a un peu l'escroquerie, la fraude financière, les fraudes douanières, le blanchiment d'argent, etc. Il y a également un autre phénomène qui parfois se chevauche également avec la criminalité organisée, c'est le terrorisme, qui est une forme également d'agissement criminel organisé, mais qui diffère de la criminalité organisée, dans le sens que le terrorisme consiste à commettre des actes criminels en vue d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement, une organisation internationale à des fins politiques ou sociales. Et donc, c'est un acte qui généralement a des fins
politique ou bien idéologique. Mais nonobstant cela, nous allons voir qu'il y a des relations sur lesquelles peut-être nous allons revenir tout à l'heure, des relations très tenues entre la criminalité transnationale organisée et également le terrorisme. Let us move on. Nous allons donc continuer. Merci. La deuxième question est basée sur les définitions. Mais mettons cela dans le contexte de la CEDEAO. Comment contextualiser la convention aux communautés régionales? Il serait bon de surligner cela, à savoir qui sont les acteurs criminels en fait dans le contexte de la CEDEAO. Nous savons que les communautés économiques jouent un rôle important à savoir comment définir la criminalité organisée et qui sont les acteurs étatiques impliqués. Basé sur votre expérience à la CEDEAO, quels sont les aspects principaux de la politique, des stratégies pour contrer la criminalité organisée? Et je veux porter mon attention sur ces acteurs. Est-ce que ces approches sont similaires aux approches des autres communautés économiques? Et quelles valeurs voyez-vous, basées sur votre expérience, l'encadrement des communautés économiques pour la mise en œuvre de la Convention de l'ONU? Ok. Merci beaucoup. En fait, j'ai travaillé dans le cadre pas directement à la CEDEAO, mais à l'ONUDC dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action régional de la CEDEAO, qui a été mis en œuvre donc, par l'ONUDC et où j'ai travaillé. Donc, c'est pour dire que on a eu à travailler étroitement en parfaite collaboration avec la CEDEAO parce qu'il s'agit de mettre en œuvre un programme, un plan d'action qui a été appartient à la CEDEAO au bénéfice des États membres, des 15 États membres plus la Mauritanie. Ce qu'il faut d'abord retenir pour moi, en premier lieu, c'est que quand on parle de communautés économiques régionales comme la CEDEAO ou bien la CAC au niveau de l'Afrique centrale, c'est que par rapport à la Convention, en fait, et la pertinence et la mise en œuvre et la politique qui est définie, c'est que pour moi, il faut partir du principe de complémentarité. Le principe de complémentarité entre les politiques au niveau régional et également la Convention, parce qu'il faut revenir à l'objectif premier de la Convention, qui est de garantir à chaque État donc, de disposer dans son droit pénal des moyens de réprimer les principales infractions, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et nous voyons qu'au niveau régional, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CAC, ils ont mis en place également des plans d'action, des stratégies pour essayer de lutter efficacement contre toutes ces formes de criminalité organisée que j'ai expliquées tout à l'heure. Et je prends juste d'abord, dans un premier temps, l'exemple de la CEDEAO. Nous voyons que l'ensemble pratiquement des États ont signé les conventions. Et également, au niveau régional, il y a ce qu'on appelle des conventions au niveau, et des protocoles au niveau régional. Le plan d'action de la CEDEAO 2016-2020, qui était un plan d'action pour lutter contre la drogue et la criminalité organisée également, est toujours en cours. Et dans ce plan d'action, nous avons vu que la CEDEAO a décliné des objectifs stratégiques qui, à terme, devraient permettre au niveau des États membres l'édification de mesures effectives pour lutter contre la criminalité, avec comme fondement la déclaration de Praia, sur laquelle peut-être je peux revenir. C'était une déclaration politique qui est à la base donc, du plan d'action, et cette déclaration demandait aux États de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre la criminalité organisée. Et ce n'était pas une déclaration qui était contraignante. Et au bout de 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de renouveler ou bien de prendre un acte supplémentaire, et sur lequel nous sommes en train de travailler, qui s'appelle Supplementary Act, qui va être un acte beaucoup plus contraignant avec un système de monitoring au niveau des États dans le cadre de la mise en œuvre. Parce que la CEDEAO est consciente au niveau régional de la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale en matière pénale, avec un accent particulier qui est mis maintenant sur l'extradition, l'entraide judiciaire et la confiscation des produits de la criminalité.
Donc, elle a incité à travers ce plan d'action les États membres à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention de la CEDEAO sur l'entraide judiciaire de 92. Et il y a également l'accord de coopération entre les forces de police des États membres de la CEDEAO en matière d'enquête pénale, qui est également signé et ratifié depuis 2002. Donc, également d'autres protocoles. Mais si vous voyez toutes ces conventions sont adossées également à la Convention sur la criminalité organisée. Si vous lisez un peu les dispositions, vous allez voir que ça reprend beaucoup d'autres dispositions qui sont contenues au niveau de la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée. Et il y a également la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et les armes de petit calibre et beaucoup d'autres dispositions. Et l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait, comme je l'expliquais tout à l'heure, la criminalité organisée transcende les États. Un seul État ne peut pas, quelle que puisse être sa puissance, quels que puissent être ses moyens, seul lutter efficacement contre la criminalité. D'où l'importance d'avoir une réflexion, une stratégie au niveau régional. Et c'est ça qui a amené à ce qu'on ait aujourd'hui d'autres structures qui viennent en appui, comme WACAP, Arinois, WAPCO, WAPIS, etc., qui tous concourent, en tout cas, à accompagner les États membres de la CEDEAO et ce qui est valable pour la CEDEAO et ce qui est également valable pour les États de la CAC, avec le parti qui également a mis un programme pour lutter contre ce qu'on appelle la criminalité phonique. Yeah, thank you very much. Let us move on. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant. On veut mieux comprendre la question des acteurs criminels. Alors, Catherine, peut-être que vous avez une compréhension différente des acteurs dans l'indice de la criminalité dont nous avons parlé lors du premier webinaire. Cet indice est très important. Là, ils ont décrit 4 types d'acteurs criminels dans la criminalité transnationale organisée. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ces 4 types d'acteurs, nous donner des exemples de chaque crime, chaque délit? Oui, bien sûr. Alors, comme Lucas l'a mentionné dans le premier webinaire, nous avons Mme Laura Dahl du projet ENACT. Elle a présenté l'indice de la criminalité organisée. Elle a mentionné qu'il y a 4 types principaux d'acteurs criminels et que l'index s'axe dessus. Je vais vous montrer une diapo qu'elle a utilisée lors de sa présentation et les exemples qu'elle nous a donnés proviennent des ressources que nous a fourni l'indice et les pays qui sont impliqués dans ce projet. Alors, attendez un instant que je partage mon écran avec vous. D'après les diapos, nous pouvons voir que la criminalité organisée est entreprise par 4 groupes. Il y a les acteurs étatiques, les réseaux criminels, les acteurs étrangers et les acteurs de type mafieux. Je vais parler un petit peu de chacun. Les acteurs étatiques, ce sont des personnes qui font partie de l'État, qui utilisent leur réseau dans l'État pour faciliter les réseaux criminels. Ça peut être toute une gamme de personnes. Ça peut être les ministres du gouvernement, ça peut être la police des douanes, les officiers de la douane, les officiers des personnes qui donnent les permis pour faire les affaires, pour faire le commerce. Ça fait une partie de genre de personnes qui peuvent être impliquées dans ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, récemment, nous avons vu au Tchad que 10 personnes, y inclut plusieurs des officiers du secteur sécuritaire et des diplomates, ont été trouvés coupables dans le tribunal d'avoir fait le trafic de drogue provenant de l'Inde qui était destiné d'aller au Libye. Voici un exemple comment les acteurs étatiques étaient impliqués dans la criminalité organisée, mais aussi à savoir comment le système judiciaire a répondu aux problèmes. Passons au réseau criminel, donc le deuxième type d'acteur. Le projet ENACT décrit cette catégorie de personnes qui peuvent être
engagés dans divers types d'actes criminels. Il ne s'agit pas forcément d'acteurs qui sont connus publiquement aux citoyens de la rue. Ce sont des personnes qui ont des liens très proches avec d'autres criminels et les membres de ces réseaux criminels ne contrôlent pas forcément des zones géographiques. Donc ça, c'est une distinction. Les membres de ces réseaux pourraient quand même avoir toute une variété d'expériences diverses. Des gens impliqués dans les activités illicites, mais aussi des personnes qui travaillent dans les entreprises légitimes et qui servent de fonds pour le blanchiment des capitaux et des revenus des activités criminelles. Les membres de ces réseaux peuvent être aussi des chefs, donc ceux qui supervisent des organisations, des opérations criminelles, mais les membres aussi peuvent être aussi des acteurs à petite échelle. Et ces acteurs à petite échelle, certaines sont engagées dans des activités criminelles pour réaliser des gains, mais d'autres simplement pour gagner la vie. Et ça, c'est important dans nos politiques de distinguer entre ces deux groupes d'acteurs à petite échelle. Si nous examinons, par exemple, le marché de traite des êtres humains dans le Sahel, nous voyons qu'il y a beaucoup de chefs criminels, de gros poissons, comme on dit, qui sont impliqués dans l'organisation de ces activités, mais il y a aussi certains qui s'engagent dans ces activités simplement pour gagner leur vie, à petite échelle donc. Ensuite, la catégorie suivante, ce sont des acteurs étatiques. Ce sont des personnes normalement qui opèrent dans des pays avoisinants, selon cet indice. Néanmoins, il y a aussi une implication plus large dans ces réseaux. L'implication de l'Asie, par exemple, dans le trafic de la flore et de la faune en Afrique. Aussi les cartels de la drogue en Amérique latine qui envoient des cargaisons de stupéfiants envers l'Afrique. Et aussi ce que le projet ANACT a stipulé ou a soulevé dans cet indice, c'est que les cartels en Amérique latine travaille avec les acteurs au Nigeria pour le marché des méthamphétamines. Aussi, il y a un réseau d'hommes d'affaires dans la diaspora du Nigeria qui ont aidé à faciliter le blanchiment des capitaux qui est lié à ces activités transnationales. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est la catégorie d'acteurs qui sont des criminels étrangers. Par exemple, ce que nous avons constaté dans les réseaux en Mozambique ou dans d'autres pays, et aussi le Sénégal et la Gambie. Plus récemment, on a eu des rapports portant sur la pêche illégale par les vaisseaux étrangers, notamment les navires chinois dans les eaux sénégalaises. Et finalement, il y a donc la quatrième catégorie qui sont les groupes style mafia. ENACT définit ces groupes comme des groupes qui peuvent être facilement identifiés, bien connus par les gens de la rue ou les personnes ordinaires, mais qui sont intégrés dans la population pour mener des activités criminelles. Normalement, les groupes style mafia ont un nom connu. Les gens connaissent ces groupes. On connaît les dirigeants de ces groupes. Ces groupes contrôlent une certaine zone géographique et les membres de ce groupe sont facilement identifiables. Donc, il y a quelques exemples des acteurs du type mafia en Afrique, les gangs, les bandes de criminels en Afrique du Sud qui sont impliqués dans le trafic des stupéfiants ou vente des véhicules volés. On pourrait aussi voir ces groupes qui sont des groupes rebelles actifs dans la criminalité illicites en RDC, par exemple, ou en République centrafricaine pour financer leurs activités, parfois dans l'exploitation illégale des mines ou d'autres flux de financement illégal. Al-Shabaab en Somalie, c'est un groupe terroriste, mais est aussi un groupe style mafia organisé dans la criminalité transnationale organisée. Par exemple, avec les impôts illicites sur les flux d'argent ou d'autres entreprises criminelles. Donc, on a constaté ces activités, par exemple, par rapport à la trafic des stupéfiants, traite des êtres humains, aussi vol du bétail et aussi trafic d'autres produits, trafic illicite d'autres produits comme le sucre dans le cas d'Al-Shabaab. Merci.
4. Maintenant, nous avons bien défini et identifié ces types d'acteurs. Catherine, est-ce qu'on pourrait aussi souligner davantage les activités de ces acteurs sur le continent africain? Et selon l'indice de la criminalité organisée, nous avons une bonne idée des activités perpétrées par ces 4 groupes d'acteurs sur le continent de l'Afrique. Donc déjà, quelle est la présence de ces groupes sur le continent? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos participants africains pour mieux comprendre quels sont les acteurs qui sont les plus responsables pour cette activité criminelle transnationale en Afrique? Oui, merci. J'ai 3 points à évoquer ici. Premièrement, l'indice ENACT cherche à noter la criminalité dans différents pays en Afrique et on cherche à examiner la diversité et l'influence de ces 4 types d'acteurs en termes de notes pour chaque pays, pour les acteurs criminels sur cet indice. Nous voyons qu'en moyenne, à travers l'Afrique en 2019, les pays qui ont une plus grande présence d'acteurs criminels ou une influence plus forte de ces acteurs avaient tendance à avoir moins de résilience vis-à-vis de la criminalité organisée de manière générale. Ce n'est pas forcément un rapport cause à effet, mais nous voyons quand même des corrélations entre les pays qui ont un niveau plus élevé d'influence et d'activité criminelle et un taux de résilience plus faible aussi. Ça, c'est la première tendance. En plus, si on examine la décomposition de ces types d'acteurs, style la mafia, c'est le groupe qui est le moins prévalent en Afrique selon cet indice. Les acteurs étatiques sont identifiés comme les plus grands auteurs de la criminalité organisée à travers l'Afrique. Selon cet indice, les acteurs intégrés dans l'État, ce sont des acteurs qui sont perçus comme étant ceux qui fassent le plus de dommages à travers les pays et qui sont en collaboration aussi avec d'autres acteurs criminels pour perpétrer ces crimes. Et la complicité de ces acteurs de haut niveau de l'État qui donc vont faciliter la criminalité organisée est bien documentée par d'autres sources aussi, notamment la Commission des Nations Unies pour l'économie en Afrique, et ils ont publié donc un rapport il y a plusieurs années sur les flux de financement provenant des activités illicites. Et donc, quand ces acteurs étatiques facilitent ces crimes, les citoyens sont dépourvus des recettes publiques parce que ces fonds sont détournés, et aussi ceci aura un impact négatif sur le développement. Et en fait, c'est le développement qu'il faut avoir, donc un développement robuste afin d'empêcher ou de contrecarrer ces actes criminels. Cette analyse aussi a noté des analyses importantes ou des tendances importantes dans les pays qui sont en conflit. Les pays qui sont en conflit ou qui ont des niveaux importants de la violence sont aussi très élevés dans cet indice, sont une note très élevée. Les pays comme l'Afrique ou la République centrafricaine, Soudan du Sud, Mali, Mozambique, la RDC et d'autres. Ces pays ont une note très élevée de criminalité sur cet indice à cause de la présence et l'influence des acteurs criminels et aussi parce que ils ont des marchés de haute valeur. Donc, c'est une combinaison de voir la présence et l'activité criminelle et le marché et la valeur de ces marchés pour les produits illicites. Donc, il faut envisager des stratégies que nous pouvons adopter ou partage d'expériences pour aborder donc ces questions dans les pays qui sont en conflit, et ensuite on pourrait les adapter aux pays qui sont dans des situations de paix. Et finalement, cet indice a noté que lorsque les acteurs étatiques ont énormément d'influence, en général, il s'agit de pays qui sont plutôt autoritaires. Ceci donc souligne un point important aussi à prendre en compte vis-à-vis de cet indice.
notamment que la capacité en Afrique de pouvoir lutter contre le pouvoir de ces acteurs criminels découle donc du compact social qu'on aura élaboré avec les citoyens. Et pour avoir un tel compact robuste, il faut avoir donc une société civile forte, des systèmes ou des dispositions de suivi, d'évaluation indépendante du gouvernement, transparence, l'état de droit. Donc, il faut avoir toutes ces réformes donc, de gouvernance et de justice. Et donc, les acteurs de la sécurité en Afrique pourraient s'impliquer dans ces réformes. Évidemment, c'est quelque chose un effort qui doit se faire à long terme, mais ce n'est pas un travail à court terme. Merci, Catherine. Maintenant que nous avons identifié les acteurs criminels et la présence de ces acteurs, est-ce qu'on pourrait aussi parler un peu des domaines dans lesquels ils opèrent? L'indice nous donne une bonne décomposition des marchés criminels et des acteurs criminels qui exploitent ces marchés. Est-ce que vous pourriez donc dire quelques mots à propos du type de crimes qui sont les plus importants ou les plus présents en Afrique et ceux qui sont moins présents? Oui, je vais partager un autre diapositive de la présentation de Laura. Voilà, donc pour examiner les marchés, l'indice suit donc la valeur de 10 grands marchés criminels que nous voyons, c'est-à-dire le traite des êtres humains, crimes en matière de flore et de faune, les crimes en matière de ressources non renouvelables, trafic des armes, le commerce du cannabis et aussi commerce des médicaments synthétiques. Trafic ou traite des êtres humains, c'est le fait de pouvoir transférer des personnes ou de faire déplacer des personnes à des fins d'exploitation, et ceci par le biais de moyens coercifs, donc l'enlèvement, etc. Et le trafic des êtres humains, c'est un peu différent du traite des êtres humains. Le trafic, les personnes s'engagent dans la migration illégale pour rentrer dans un pays. Donc, même si le traite des êtres humains a quand même un volet volontaire et dépassement à travers les frontières, le trafic des êtres humains est coercé et donc peut avoir lieu au sein du pays. Il y a aussi plusieurs grandes routes en Afrique où nous voyons le traite des êtres humains et aussi le trafic des êtres humains. Vous voyez qu'il y a la route qui passe du Sahel vers l'Afrique du Nord et envers l'Europe. Il y a la route de la Corne de l'Afrique envers l'Afrique du Sud. Nous voyons souvent la migration des travailleurs le long de cette route, mais aussi le trafic des personnes aussi, et aussi le trafic des routes qui sont destinées envers le Moyen-Orient. Trafic des armes, notamment des armes légères, c'est une préoccupation depuis des années. Nous avons vu des flux d'armes envers l'Afrique pendant la guerre froide qui a contribué à ce type de crime. Et plus récemment, avec la chute de Kadhafi en Libye, on a eu donc un trafic d'armes beaucoup plus large et un impact plus large à travers tout le continent. Donc, les armes de petit calibre que nous voyons maintenant viennent des stocks des Nations unies ou d'autres pays de l'Ouest. Et en termes de crimes de flore et de faune, Interpol définit les grandes menaces à travers le continent comme le trafic de l'ivoire des éléphants, et d'autres types d'animaux qui sont trafiqués. Aussi, la pêche illégale est une source de préoccupation importante. Et en termes des plantes, il y a le bois illégal et le trafic, le commerce du bois illégal, et aussi une tendance aussi dans d'autres pays avec d'autres produits. Mais il y a aussi énormément de diversité à travers le continent. L'ouest de l'Afrique, ce sont des points de transbordement principaux pour l'Europe, notamment à partir des années 90 et 2000. Cocaïne est un marché populaire à travers l'Afrique de l'Ouest et notamment
Interpol a identifié plusieurs pays en Afrique centrale comme étant les centres de transit pour la cocaïne aussi. Dans certains pays, on voit d'autres stupéfiants, mais certains marchés sont aussi en Afrique de l'Est. Cannabis, c'est à travers tous les pays et les drogues synthétiques comme méthamphétamine, tramadol, ceci, on voit dans tous les pays. Donc, pour certains types de crimes, c'est plus éparpillé à travers le continent. Donc, trafic des êtres humains, vol de bétail et trafic des armes, ce sont des crimes où on voit ces activités globalement à travers les pays en Afrique. C'est pour ça que les scores de ces marchés sont plus élevés. Mais pour certains crimes, il y a des marchés qui sont plus définis, par exemple le cannabis dans certaines parties de l'Afrique. Mais toutes ces formes de crimes organisés qui sont mesurées par cet indice posent quand même des menaces significatives pour la sécurité des citoyens et le bien-être social. Merci, Catherine. Maintenant, je vais conclure avec drame. Maintenant, nous connaissons les acteurs criminels et les marchés criminels. Mais maintenant, j'aimerais examiner la question de savoir à quel point nous pouvons relier ces marchés criminels ou transnationaux avec la question précise du terrorisme en Afrique. À votre avis et sur la base de vos expériences, à quel point est-ce que les lois en Afrique, dans les États en Afrique, distinguent entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme? Et quelles sont les conséquences de ce lien entre la CTO, criminalité transnationale, et le terrorisme et les approches, l'élaboration d'approches pour contrer le terrorisme et la CTO? OK, c'est bon. Hello, guys, je suis là. I'm here. Merci beaucoup, merci beaucoup. Par rapport à ce lien que vous avez évoqué, je vais revenir un peu sur les marchés qui ont été déjà définis par Catherine pour faire le lien avec le terrorisme. Et je l'ai expliqué à l'entame de mon propos en disant que, en fait, la criminalité organisée répond essentiellement à la demande de services. Donc, la fourniture de biens et de services illicites est le centre de profit de l'activité criminelle organisée. Et si on a fait le listing, nous avons vu qu'il y avait le traite des personnes, la criminalité environnementale, le surnaturel, le trafic de drogue, etc. Vous allez voir qu'en réalité, les terroristes également, ils ont besoin de financer leurs activités. Ils ont besoin d'argent pour recruter. Et toutes leurs activités sont financées à travers des activités criminelles. Et ce sont les mêmes activités criminelles qui ont été tout à l'heure déclinées par Catherine. Ce sont les mêmes marchés qui sont utilisés également par les terroristes. Et c'est les mêmes routes, les mêmes espaces géographiques également qui sont utilisés. Si je prends l'exemple du Sahel, nous voyons que le Niger, au niveau du Niger, c'est vraiment la zone par excellence de la contrebande. Et c'est les mêmes routes qui sont utilisées, exploitées par les terroristes. Ce qui veut dire que donc, le lien qui existe entre le terrorisme et la criminalité organisée, c'est une relation qui est dialectique. Et donc, nonobstant les considérations idéologiques des mouvements terroristes, ils font parfois preuve de ce qu'on appelle un pragmatisme. Et ils font preuve également de ce qu'on appelle parfois un opportunisme, pour juste voir comment profiter des activités illicites pour pouvoir générer de l'argent et entretenir leurs troupes, acheter du matériel, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a une convergence d'intérêts entre les groupes criminels organisés et les groupes terroristes. Et je l'ai expliqué, les groupes terroristes et les groupes organisés criminels partagent les mêmes espaces et s'inscrivent dans une logique de confrontation avec l'État pour contrôler les axes, pour contrôler les routes, pour contrôler, etc., etc. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, les États, en fait, au niveau des États, nous avons tous des législations où généralement on fait la distinction entre le terrorisme et la criminalité organisée.
Mais ça, pour moi, c'est purement idéologique. Dans la mesure où, parfois, je l'expliquais tout à l'heure, c'est deux infractions qui sont différentes, mais qui parfois se chevauchent. Ils se chevauchent dans la mesure où les acteurs terroristes qui devaient se limiter à des actes terroristes parfois utilisent les mêmes techniques et les mêmes procédés que les acteurs des groupes organisés, et ils sont dans le domaine donc, de la criminalité organisée parfois. Et c'est très difficile à ce niveau-là de faire le distinguo. Et la difficulté pour prendre en charge ces questions au niveau des États, c'est qu'il y a parfois une absence de coordination. Il y a une absence de coordination entre les différents acteurs, entre les forces d'application de la loi, entre les magistrats, entre ceux qui doivent suivre les enquêtes financières. Or, à mon avis, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il faut qu'on change de paradigme. Il faut avec une approche équilibrée avec la répression et le tout sécuritaire qui est fondamental parce qu'il faut quand même lutter contre ces groupes-là, mais également qu'il y ait une politique qui est assise sur le respect un peu des droits économiques et sociaux, qui fait le lit et le nid également de ces groupes terroristes. Mais surtout par rapport à la répression, par rapport à comment juguler ce phénomène-là, il faut qu'on mette un accent particulier sur le renseignement. Le renseignement est fondamental. Il faut que les gens les acteurs puissent avoir un renseignement criminel pour anticiper et prévenir cela. Mais également, il faut qu'il y ait un bon niveau de coordination au niveau d'abord interne et ensuite au niveau international. Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas lutter contre la criminalité internationale en vase clos. C'est impossible. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Il faudrait que les gens, d'abord au niveau interne, qu'il y ait des plateformes qui permettent à la police, à la gendarmerie, à l'armée, aux enquêtes financières de pouvoir avoir une plateforme pour échanger les informations en temps réel. Parce que les criminels, ils sont très rapides, ils n'attendent pas. Donc, ils utilisent toutes les lenteurs de l'administration pour pouvoir échapper à cela. Et surtout, élément fondamental, parfois il y a des réussites au niveau de la criminalité organisée, mais on n'arrive pas à démanteler les réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrête des gens, mais d'autres reprennent. Donc, il faut penser à suivre l'argent. Il faut qu'on arrive à suivre l'argent. Parce que c'est l'argent qui va permettre de remonter la filière et éventuellement de démanteler les réseaux. Et pour cela, il est important qu'on mette l'accent sur les enquêtes financières, sur la saisie-confiscation des avoirs illicites, etc., etc. Parce que tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là, ça va être très difficile de pouvoir surmonter cela. Et aussi, il faudrait qu'on essaie de voir au niveau des États, de revoir la stratégie au niveau judiciaire. Et heureusement, beaucoup de pays ont entamé le chantier, mettant en place ce qu'on appelle des pôles judiciaires spécialisés. Et j'ai vu que dans la plupart de ces pays, ces pôles judiciaires s'occupent concomitamment aussi bien de la criminalité transnationale organisée que du terrorisme. Et je pense que c'est un bon choix d'avoir au moins au niveau judiciaire ces pôles judiciaires spécialisés. Mais il faudrait aller également au niveau opérationnel à mettre en place ce qu'on appelle des unités de lutte contre la criminalité transnationale qui va regrouper, qui va donc agréger vraiment tous les services pour moi. Il faut une task force. Les services de renseignement, la police judiciaire, la gendarmerie, l'immigration, les services de douane, etc. et surtout les enquêtes financières. Mais le principal souci que nous avons dans le continent, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore un état civil fiable. Je pense que le problème de l'état civil, tant que cette question ne sera pas réglée également, ça va être une épine dans notre pied parce que les gens vont changer d'identité à chaque fois que de besoin et il sera très difficile de pouvoir lutter contre des gens qu'on ne connaît pas. Donc la question de l'état civil, pour moi, c'est une question centrale. Et il y a beaucoup d'États que j'ai eu à visiter et qui n'ont pas encore un fichier d'état civil fiable. Donc, je pense que si nous essayons d'avoir une approche holistique de la question, parce que tant qu'on sera dans cette dimension parcellaire de voir des choses de manière sectorielle, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait qu'on ait une approche vraiment holistique pour pouvoir embrasser tout cela et mettre en place une task force et réfléchir d'abord de manière graduelle pour voir comment nous pouvons, je pense, à l'avenir, tacler efficacement la question du terrorisme, mais également de la criminalité organisée qui sont très liés.
Thank you very much. That's a very good. Merci beaucoup. C'était vraiment une très belle conclusion pour notre webinaire. Je voulais simplement conclure aussi en disant que j'espère qu'on puisse se fixer 3 objectifs. Premièrement, d'avoir une meilleure compréhension de la criminalité en termes des acteurs, qui sont les acteurs et les marchés. Je pense que Dram a bien expliqué ce lien avec le terrorisme. Et pour les participants, je vous encourage à lire ces 3 documents. Il y a un document qui porte sur l'indice de la criminalité organisée. C'est dans les matériels qu'on vous a envoyés. C'est bien élaboré, simple à lire et vous aurez donc beaucoup d'informations, même des informations sur vos propres pays. Deuxièmement, il y a aussi la Convention de Palerme des Nations Unies. Il faut le lire aussi. C'est vraiment important de comprendre la définition de la criminalité transnationale organisée comme telle qu'elle est définie dans la Convention. Et comme Dram l'a dit, si on a cette convention de haut niveau, c'est autre chose au niveau local. Donc, il faut pouvoir intégrer les principes, les dispositions de cette convention aussi dans la législation nationale. Et je pense que si nous avons des politiques et des stratégies efficaces pour contrer ces fléaux, il faut donc avoir aussi une compréhension de cette convention et de toutes ces dispositions. Donc, j'aimerais remercier nos 2 panélistes, nos 2 experts qui nous ont vraiment aidés à mieux cerner cette question.